Jean-Pierre Pélaez, Espagnola d'origine. Oui, d'origine, du côté de mon père. Je suis vraiment très content de Merci. vous recevoir parce que vous êtes un vrai écrivain libertaire. Au sens où vous aimez d'abord et avant tout la liberté. La liberté, oui. Paraphrasant, je ne sais plus quoi, je crois que c'est Rimbaud ou Baudelaire, je ne sais plus, on pourrait dire homme libre, toujours. Tu chériras la mer. Tu chériras la mer. Je vis pas loin de la mer. Voilà. Alors, c'est essentiel la liberté. C'est essentiel. On vit dans un monde de merde où il n'y a plus aucune liberté. Oui, autant aller. On ne peut plus rien dire. Alors aujourd'hui, on consacre notre émission à Molière. Oui. Mais votre Molière, oui, c'est-à-dire un Molière réincarné aujourd'hui et qui vient visiter les temps modernes à travers Tartuffe, à travers la soumission des femmes. Alors là, bon, on comprend tout à fait que c'est l'école des femmes, et à travers les singes savants, et là, ce sont les femmes savantes. Voilà. Alors ce qui est extraordinaire dans ces trois bouquins, et après je vous laisse parler, c'est que vous prenez Molière, vous le transportez dans la post-modernité ou alors dans cette modernité que vous avez inventée. Le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui. Et Tartuffe. Tartuffe rencontre enfin plutôt, les personnages qui entourent Tartuffe rencontrent les Tartuffes d'aujourd'hui. Les personnages qui entourent l'école des femmes rencontrent les femmes d'aujourd'hui. Et les personnages qui entourent les femmes savantes. Alors, avant une question piège. Je peux ? Oui. Alors, pour vous, aujourd'hui, alors, votre œuvre, elle est pleine d'autodérision, d'humour, mais c'est drôle, et vraiment, tous les faux culs, qu'est-ce qu'ils prennent Ah, qu'est-ce que j'ai aimé ces trois livres, mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font du bien. Alors, pour vous, aujourd'hui, qui est Tartuffe ? Alors, Tartuffe, dans le Tartuffe nouveau, c'est un hypocrite médiatique. Bien sûr. Et alors, un hypocrite médiatique doublé d'une sorte de pseudo-humanitaire. Vous avez dû remarquer à la télévision comme tous ces gens veulent à tout prix montrer qu'ils ont une belle âme. Ils sont extraordinaires. Ils ont une âme. Ils sont prêts direct pour le paradis. Oui, ils y vont tout droit là. Oui. Alors, sauf que finalement, quand on gratte un peu, on s'aperçoit qu'ils se servent de tous ces miséreux, tous ces gens qui sont dans la pauvreté, la misère, etc., enfin, qui vivent des situations tragiques. Ils s'en servent pour leur propre carrière, surtout. Alors, on les voit après, je ne citerai pas le nom, mais on le reconnaîtra. Ils se retrouvent ministres, ils se retrouvent ceci, cela. Enfin, vous voyez, Roselyne Bachelot. La liste est infinie. Ouais, moi j'en ai quelques-uns dans mon viseur. Moi, Catenin, par exemple, oui, aussi. Qui faisait la morale tout le temps. Oui, voilà, alors ils nous font la morale. Et puis il bat sa femme. Ils font la morale. Oui. Mais il y en a bien d'autres. Corbière qui est logé dans un HLM, tout à fait, qui s'intéresse aux pauvres. Il y en a plein comme ça. Quand j'ai écrit le Tartuffe nouveau, quand même, je me suis un peu inspiré. Je pense que ça se sent un petit peu de Kouchner, bien sûr, qui était vraiment une caricature. Avec son sac de riz, c'est une caricature. Et puis un peu de Strauss-Kahn, quand même. Je lui ai mis un petit peu j'ai vu ça, dans cette espèce d'obsession sexuelle. Et BHL, il vous travaille pas un peu, Bernard-Henri Lévy Un petit peu, lui aussi, il est pas mal. Mais bon, il est quand même pas mal comme Tartuffe. Mais lui, c'est plus dans la pseudo-philosophie. Oui, c'est ça, voilà. Donc, lui, ce serait plutôt dans Les Singes Savants. Voilà, qu'on le retrouverait. Et alors, au départ, Les Singes Savants, qui a été la première pièce d'ailleurs, c'est parti de tous les gens que je rencontrais au théâtre. Oui. Parce que je ne rencontrais, surtout dans le théâtre public, que des trissotins. C'était le monde de trissotins. Alors, des gens, pour la plupart, d'abord assez médiocres, littérairement parlant, pour l'écriture, comme ça, et qui jouaient la comédie, mais en dehors du théâtre, qui se prenaient pour vraiment pour des mentors et qui
qui parlaient dans une langue extrêmement complexe, enfin, vous voyez, faire croire qu'ils étaient très intelligents. Et alors ils font tous ils ont la particularité de tous faire la morale. Hein. Voilà, alors ils sont moralistes dans les singes savants. Il y en a un qui revient de Snowy, où bien sûr, il a participé à la... Ils sont tous en train de combattre. Ils combattent toujours quelque chose. Ils ont un grand combat. Mais surtout dans les salons où ils en parlent. Oui, là, c'est ça. Ils font la guerre dans les salons. Ils font la générosité dans les buffets. Là, on retrouve BHL, justement. Là, il y a BHL, oui. Moi, pour moi, le Tartuffe du 21e siècle, c'est quand même BHL. Hein. Oui, c'est pas mal, oui. Je trouve qu'il est pas mal. Oui. Hein. Alors, je crois que récemment, il avait fait des photos. Il prend des photos, je crois. Oui, on le voit sur la pointe. Couché. Oui, couché. Alors, il y a une interview qui circule, qui est très drôle, où il y a un journaliste de guerre, un vrai, qui lui dit « Mais moi, je comprends pas, parce que quand je vais au front, j'ai toujours un gilet pare-balles et un casque, et vous, jamais. Pourquoi ?» Parce qu'il ne risque rien. Pourquoi vous êtes toujours en chemise blanche impeccable? Pourquoi vous n'avez jamais de casque ni de gilet pare-balles? Alors, vous savez ce qu'il a répondu? Non, parce que je suis le dernier à me servir. Oui. Ah oui, bien sûr. Et puis il ajoute, il n'y a pas des gilets pare-balles partout, non, il va nous faire croire qu'il se sacrifie, quoi. C'est extraordinaire, cette génération que nous avons de Tartuffe. Et alors, mais comment Molière est-il entré dans votre vie? Alors justement, je me suis dit, mais si Molière voyait ces gens, il les a représentés au XVIIe, et je me suis dit, finalement, le pauvre, ça n'a pas servi à grand-chose, puisqu'on a les mêmes aujourd'hui. Alors que c'est pareil pour moi, finalement, ça ne servira à rien. Mais bon, au moins, on a le plaisir de le dire. Et donc, je voyais ces gens dans le théâtre, dans la culture, qui étaient les mêmes que dans le salon de Philaminte. Je dis, je vais faire une sorte de projection de la pièce de Molière aujourd'hui. Molière, je vais imaginer qu'il est aujourd'hui, qu'il voit ça. Je vais essayer de me mettre dans sa peau. Et alors vraiment, vous ciblez tous ces... Oui. Le principe que j'ai retenu, et là, c'est un peu mon côté Queneau ou Lipo, vous voyez, j'aime bien, c'est écrire avec une contrainte. Oui. Donc j'ai gardé le canevas de Molière, donc, son plan. Ah oui, absolument. Mais les personnages sont d'aujourd'hui, ils parlent comme aujourd'hui, etc. Et puis j'ai gardé l'alexandrin. Voilà. L'alexandrin, alors qu'il donne une force. Ça c'est magnifique. Oui, hein. C'est vrai, parce qu'il parle comme aujourd'hui, mais en alexandrin. Alors, ça s'appelle le Tartuffe nouveau. Nouveau, voilà. C'est comme le Beaujolais. Voilà, certains disaient le Beaujolais hein. nouveau. D'ailleurs, il y a eu des articles. Alors, le Beaujolais nouveau, oui. C'est une belle versification. Hein. Oui. Vous avez travaillé la versification, hein. Mais vous êtes prof de lettres, je crois. Hein. Oui, j'étais agrégé de lettres classiques. Quand même, bon, de rien. Ça m'a facilité. Voilà. Mais je me suis mis petit à petit à la versification. Et bon, c'est vrai qu'au fil des mois, des années, bien sûr, mon style s'est amélioré. Enfin, voilà, la qualité de l'écriture s'est améliorée. Moi, je trouve que quand même, il y a des passages qui sont... Hein... Mon petit-fils, vous n'êtes qu'un impertinent. Votre grand-père et moi étions des militants. Le mot militant, c'est de gauche. De gauche. Et nous avons sans relâche lutté pour tous les droits de l'homme et la fraternité. Dénoncé en tout lieu les discriminations. Alors, gardez pour vous vos insinuations. Hein, attention. Hein. Alors, je sais vos théories, je connais votre prose, et j'ai lu récemment de vous... certaines choses, hein, attention, qui m'ont fait frémir. Des écrits populistes, oui. Et je crains que bientôt, devenu journaliste, vous vous laissiez, mon cher, instrumentaliser par des esprits fachos. Et ben voilà. On a un résumé de tout. C'est génial. Tout la logo. Oh, vous exagérez. S'il est vrai que parfois mon frère est redoutable. Voilà. C'est une vraiment, mais. Il faut le lire, ça fait du bien. Ça me disent beaucoup de gens. Mais non, mais ça nous montre à quel point on est devenu con, quoi. Ah oui, ça c'est. Et on n'a plus Molière. Ouais. Bon, on vous a, vous me direz. Voilà, mais vous n'avez pas Louis XIV pour vous protéger. Non, nous, là, surtout pas. Surtout pas, hein. Loin s'en faut. Hein. Non. Alors, Macron ne me protège pas. Aujourd'hui, Molière contre. Ouais, Macron, il risque pas de vous protéger. Non. S'il pouvait, il utiliserait la lettre de cachet. Hein. Oui. Vous me direz, auprès de Macron, il y en a beaucoup qui ont des cachets.
Oui, c'est vrai. Mais la censure aujourd'hui, elle est différente de toute façon. Hein. Elle est molle. On vous ignore. On vous laisse de côté, on vous marginalise, on ne parle pas de vous. Voilà. Donc vous aboyez dans le désert, quoi. Vous voyez, on crie dans le désert. Voilà, c'est très dur, hein, parce que dès l'instant où terrible. On est un peu marqué politiquement, on subit une censure qui n'est pas courageuse. Quoi, hein. Et alors, aujourd'hui, contre qui se battrait Molière? Lui-même, je pense que, bien sincèrement, tant pis si on trouve mon discours prétentieux, je pense qu'il dirait les mêmes choses. Je pense qu'il s'en prendrait à ces mêmes gens. Oui. Sincèrement. Hein. Ils ne supporteraient pas ces gens du milieu du théâtre, de ces centres dramatiques, ces théâtres publics subventionnés. Ils ne sont pas bons, en plus, ils ne font rien. Mais ce sont des églises, c'est vrai. Hein. Voilà, c'est une caste, hein, ils fonctionnent dans l'entre-soi. Ce sont essentiellement des metteurs en scène, quand même. Hein. Ils ont viré les auteurs, beaucoup. Subventionnés. Oui, subventionnés. Qui vivent que de subventions. Alors, ils ont décrété que l'auteur n'était plus nécessaire. Alors, il n'y a plus de pièces de théâtre. C'est la mise en scène. Alors, ils inventent des mots, mais ça se tourne de rire. On nage dans l'écriture scénique, l'écriture de plateau. Enfin, ils inventent toute une terminologie. Voilà. Et on est quand même pour reprendre aussi un phénomène de ce temps, on est dans le wok, dans la déconstruction. Complètement. C'est-à-dire qu'ils détruisent tout. Complètement. N'est valable que ce qui est détruit. Alors on prend un auteur classique, ce qu'ils font aussi avec les classiques. Ils prennent une pièce de Shakespeare, de Molière, ils en font. Comme récemment, à la Comédie Française, vous avez eu ce fameux Tartuffe. Oui. Qui a été créé pour les 400 ans, qui était une horreur. Une horreur, complètement. Mais on a l'impression qu'il n'y a plus de comédiens, quoi. Effectivement, le metteur en scène écrase le comédien. Oui, tout à fait. Le comédien n'existe plus. Il fait ce que dit le metteur en scène. Enfin, bon, mais ils sont aussi un peu imprégnés là, de tout ça. Écoutez, regardons la Comédie Française. Enfin, quand même, il fut un temps où on avait pour jouer Tartuffe Robert Hirsch. Oui. Grandiose, quoi. Jacques Charon. Oui. Jacques Charon. Oui, bien sûr. Je ne sais pas si vous avez revu. Ce sont des interprétations magnifiques. Oui, tout à fait. Oui. Magnifiques. Alors, bon, aujourd'hui, qui joue Tartuffe, qui joue Molière? Oui, on en fait une espèce de bouillie. Oui. C'est comme Cyrano. Qui peut jouer Cyrano aujourd'hui? Non, mais on se rend quand même compte qu'on n'a plus... je me trompe peut-être, et si je me trompe, je m'en excuse, mais on n'a plus les comédiens à la hauteur de ces personnages. Hein. On les empêche, disons. Plus. On les empêche, voilà. On les empêche de vraiment jouer comme il faudrait, quoi. Enfin, comme ils devraient jouer. Et parmi les précieuses ridicules, alors moi j'ai trouvé quelqu'un, qui vous verriez? Les femmes savantes, pardon. Les femmes savantes... moi je verrais Laura Adler. Ah oui, bien sûr. Oui, et vous? Elle pourrait correspondre au personnage de Anida, la responsable de la DRAC. Oui. Puisque je l'ai situé la pièce à Montpellier, et le personnage qui correspond à Philamente, elle est responsable du théâtre à la DRAC. Eh oui. On est en plein là-dedans. On est en plein dedans. Alors, je peux vous dire rapidement une anecdote. Le metteur en scène qui a créé Les Singes Savants, qui était courageux, sa femme, qui était comédienne, jouait dans la pièce, elle jouait ce rôle d'ailleurs. Et du reste, vous avez eu un beau succès. Oui, Les Singes Savants, c'était un beau succès, mais alors surtout le Tartuffe Nouveau. Le Tartuffe Nouveau, ça a été énorme. On a fait 10 000 et il faut quand même dire qu'on n'a pas parlé de la pièce. Hein. Non, il y a eu beaucoup d'articles, mais on n'a pas eu la grande preuve. Il y a eu dans l'Express quand même. Enfin, il n'y a pas eu, disons, la visite de... Il y a eu, par exemple, comment elle s'appelle, la critique du Figaro. J'ai oublié son nom, qui est très connue. Elle est venue au Théâtre du Chêne Noir, se jouer la pièce, et elle a fait un article, mais sur le fils Bedos, qui jouait dans la petite salle. Voilà. Nouveau, elle a dit 2 mots parce qu'elle dit que les comédiens sont... Ça a bien marché, mais elle n'est pas venue le voir. Par contre, elle est allée voir la pièce du fils Bedos qui se jouait dans la petite salle. On est dans l'entre-soi, une espèce de parisianisme. C'est insupportable, mon Dieu, mais c'est insupportable. Et reconnaissons quand même que la création se meurt. Oui. Mais où sont les poètes? Oui, la création, vous savez ce qu'il en reste, parce qu'avec cette déconstruction, cet esprit woke,
on est dans une espèce de tyrannie du metteur en scène. Donc, on sait plus que la pièce de théâtre n'existe plus. Ce qu'on appelait une pièce de théâtre, quasiment, vous n'en voyez plus dans les programmations. Ce sont des pièces sûres, vous voyez, de la philosophie scénique, enfin, de la pseudo-philosophie scénique. Il faut voir ces programmations. Hein. Je vais terminer un essai, d'ailleurs, qui s'appelle « Dieu n'est pas metteur en scène », où je parle de tout ça, justement, de tout le mal qu'a fait la mise en scène. Ça a été déjà dénoncé, même Julliard. Et l'opéra, non, ce qu'ils font à l'opéra. L'opéra, c'est quelque chose. Ce qu'ils font à l'opéra, mon Dieu. On a l'air de vieux cons en disant ça, mais... Mais non, on n'est pas des vieux cons. Non, c'est peut-être eux les vieux cons. Oui, hein. Je ne sais pas comment il faut les Non, mais ils massacrent l'opéra avec leur mise en scène. Hein. Il faut voir ces mises en scène d'opéra, là, on atteint le sommet. Par contre, j'ai des échos, le public commence quand même à râler. Oui, sérieusement, oui. Oui. Mais ne croyez pas que c'est par hasard. Les directeurs de théâtre, quand ils postulent pour ces théâtres publics, ils ont des consignes. On leur dit qu'ils doivent aller respecter la diversité. Oui, bien sûr. On est en plein wokisme. J'ai lu les consignes qu'on leur donne. On leur dit tout ce qu'il faut faire. Hein. Ils ne croient pas qu'ils soient libres. Hein. C'est ça, Vous pouvez aller, vous, avec votre texte. Oui, ils vous reçoivent gentiment dans le meilleur des cas. C'est très bien, mais ils ne vous jouent pas. Enfin, ils ne franchiront pas le pas. Parce que vous ne correspondez pas aux critères imposés par l'État, par le ministère de la Culture. Donc on a toute une caste qui est installée, protégée par le ministère de la Culture, essentiellement des metteurs en scène, plus une petite caste d'auteurs, alors qui est caricaturale, qui donne là-dedans, mais dans l'écriture. Et qui même dans l'écriture essaie, alors il n'y a plus de personnages, il n'y a plus de... des fois, ils vous passent 3 pages à décrire un décor, vous voyez... C'est n'importe quoi. Vous avez un siècle où un peintre a été capable de vendre du vide. Oui. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire, mais il y a un peintre dont j'ai oublié le nom, très célèbre, j'ai oublié son nom malheureusement, puis je m'en fous en plus. Il a vendu le vide. Ah oui, non. Un tableau de vide. Oui, ça s'est bien vendu du reste. Je suis en contact avec des gens qui justement essayent aussi de dénoncer ce qui se passe dans l'art contemporain, la peinture-sculpture. Oui. C'est pareil, vous avez les mêmes travers. J'avais fait un petit article que je lui avais envoyé où je comparais ce qui se passe au théâtre et ce qui se passe dans les musées d'art contemporain. Où on vous pose... alors vous avez des expositions subventionnées par le ministère de la Culture. Alors on vous met sur une table une paire de chaussures de rubis un peu éculées. Voilà, ça c'est une sculpture. Enfin, tout est comme ça. Oui, finalement, plus c'est incompréhensible, mieux c'est. Oui, et plus c'est con, mieux c'est. C'est le commentaire qu'on fait autour qui est important. Vous voyez, l'œuvre d'art elle-même, on s'en fiche complètement. C'est le commentaire. Et au théâtre, c'est pareil. Vous avez les plaquettes de programmation des CDN, quand vous lisez ça. Et alors, on retrouve les singes savants, les femmes savantes. Il faut que ce soit complexe. Vous voyez, alors, tout ça, c'est admirablement raconté dans vos livres, il faut quand même le dire. Parce que tout ce que vous dites là, c'est absolument raconté dans les 3 livres. Hein. Le Tartuffe Nouveau, les singes savants, c'est représenté, et la soumission des femmes. Voilà. Alors, la soumission des femmes, il faudra dire 2 mots. Oui. Alors, celle-là, je désespère. Je l'ai écrite il n'y a pas longtemps. Hein. Je l'ai publiée il y a 1 an ou 2. Elle est récente, c'est la dernière. Mais celle-là, je désespère de la faire jouer. Hein, parce qu'elle traite du voile. Et oui. Le personnage principal se convertit... à l'islam. Là, vous êtes, à mon avis, vous êtes foutu. Hein, c'est un type assez âgé qui, pour pouvoir épouser une petite beurre mignonne, etc., qui a 18 ans, il se convertit à l'islam. Alors, il achète ses parents qui n'ont pas beaucoup d'argent. C'est horrible comme... Oui, mais non, mais je veux dire, c'est très vrai, très drôle, mais vous ne saurez jamais jouer. Voilà, donc je non, mais là, c'est un sacrifice que vous faites. Oui, là, c'est bon. Le livre existe, écoutez, après, moi, je l'ai écrit, après, c'est pas ma responsabilité. Non, mais c'est génial comme bouquin, c'est tellement vrai. Et puis, le nombre de vieux cons qu'on voit... Mais oui, qui pour épouser une petite jeune, vont la chercher en Afrique. Ah oui, non, c'est devenu une banalité. Voilà, c'est très, très fréquent. Mais là, le fait qu'il se convertit à l'islam, à mon avis, ça tue votre œuvre. Hein. Oui, alors là, je sais, mais bon,
Quand même, ça existe. Et alors, racontez-nous un peu le livre, là. La soumission des femmes. Oui, donc c'est tellement drôle. Ce gars est allé chercher cette petite au Maghreb, je crois que c'est en Tunisie, je ne sais plus. Donc il a fait venir les parents. C'est un type quand même qui est assez riche, il a une propriété, c'est du côté de Marseille. Hein. Et donc il les a engagés, il a engagé le couple, les parents, comme jardinier, factotum, vous voyez, concierge, tout ça. Et évidemment, il a acheté en quelque sorte la petite, enfin la jeune fille, en leur promettant, enfin il leur donne de l'argent, quoi. Hein, ils ont un accord. Et donc, oui, c'est plus un mariage, c'est un achat. Il le dit lui-même, d'ailleurs, au tout début. Hein, il dit que... un de ses amis lui dit quel séducteur tu es, enfin, à 50, 60 ans, une fille de 18 ans, jolie comme tout, etc. Il dit non, mais je l'ai... je ne sais plus comment il dit, enfin, il dit je l'ai acheté plutôt que... Il est conscient. Alors après, il va se passer ce qui se passe un peu dans l'école des femmes, c'est-à-dire qu'elle va rencontrer, elle va être courtisée par un jeune homme, quelqu'un de son âge, quoi, un garçon qui a une vingtaine d'années. Ils vont tomber amoureux l'un de l'autre et donc il va se faire éconduire. Enfin, voilà, donc on retrouve vous voyez, le schéma de Molière. Et c'est à l'échelle européenne, hein. Oui, là, l'Europe est complètement prise là-dedans. On est d'accord, hein, ce n'est pas franco-français. Hein. L'Europe est une thématique très chère au festival officiel d'Avignon, que j'appelais le festival Pi d'Avignon. Racontez. C'était Olivier Pi. Olivier Pi, oui, bien sûr. Fameux, alors que c'est une caricature. Oui. Hein. C'est, plus ministériel que lui, c'est impossible. Vous ne pouvez pas faire mieux. Et donc... une de ces thématiques, alors dans les thématiques de toutes ces années où il a dirigé le festival, alors vous aviez la montée du populisme, la montée du populisme et du fascisme, le rejet de l'autre, et l'Europe. Il y a une année où il a justement fait tout un festival sur l'Europe. Et il y avait une pièce qui avait l'air d'un navet complet, un texte je ne dis pas le nom, je n'aime pas attaquer mes collègues, enfin mon confrère, je ne sais plus. Donc qui a été préparé, ils ont répété à Perpignan, à l'Archipel. Ah oui. À la scène nationale. Les scènes nationales qui sont des appendices, des annexes des CDN. Ouais. Donc ils l'ont répété là, et après ils sont allés la jouer donc, au festival, je crois bien dans la cour d'honneur. Hein. Et alors, il avait même fait une chose extraordinaire. Il a invité, tous les soirs, il avait invité un homme politique ou une femme politique auquel le public posait des questions. Et entre autres, il a invité François Hollande. Non. Si. Non, mais c'est incroyable. Mais il n'était plus président de la République. Je crois que je crois que c'était après. Après. Oui, il n'y a pas longtemps qu'il faisait donc un an ou deux. Quoi, finalement, on est chez Molière. Hein. Ce sont des courtisans, quoi. Ce sont des c'est petits courtisans, quoi. Oui. Olivier Pi, c'est une caricature. Et ils vivent de prébande, quoi. Ah ben, ils vivent bien. Ils vivent vachement bien, paraît-il. Très bien. Ils sont très bien salariés, subventionnés. Ne vous inquiétez pas. Ça, Et puis bon, ils sont demandés partout forcément, puisque... c'est un petit monde, circuit, quoi. Voilà, c'est un petit monde qui tourne en rond et vous ne pouvez... Et c'est un monde de tueurs, hein, si vous êtes... Ah oui, oulala, moi, si vous n'êtes pas dans le circuit, vous êtes flingué. Oui, hein. Tout à fait. Moi, je suis étiqueté facho, faites tout ce que vous voulez. Et facho, pourquoi ? Bon, on ne sait pas. C'est l'insulte à la mode, ou l'insulte, je ne sais pas, le qualificatif à la mode. Oui, vous direz ça. Vous rejetez... Si vous êtes libre, vous écrivez librement, vous êtes un facho. Voilà, parce que vous ne récitez pas le catéchisme. Vous voyez, dans vos pièces, si ces 3 pièces... présenter un antiraciste que je glorifierais, enfin, tout ça. Oui. Alors là, oui, ça serait très bien. Mais dans la mesure où on se moque des antiracistes, et de qui sont souvent des racistes, qui sont des racistes en plus, parce que ils restent entre eux, et sont des hypocrites, surtout des carriéristes, alors là, ça ne va pas. Donc vous êtes mis à l'écart. Ils sont redoutables, hein, la gauche, l'extrême gauche, hein, la fille, tout ça. Ils sont redoutables. Ils sont très infiltrés, très installés là-dedans. Ça fait des années et des années qu'ils pratiquent l'entrisme. Oui, et puis il faut voir la violence avec laquelle ils vous attaquent. Hein. Ah oui, je connais. Hein, ils sont capables ils sont capables d'une méchanceté incroyable, d'une violence morale alors, il se passe le mot un tel et puis c'est fini après.
Alors là, je viens d'écrire un texte aussi. J'aime bien les provoquer aussi. Bon, je viens d'écrire un dialogue. Qui est posthume, hein, puisque j'imaginais que dans l'au-delà se retrouvait l'ancien maire de Montpellier, qui est un peu populiste, hein, Frêche, qui faisait des déclarations des fois, et Louis-Nicolin. Mais il a été traité de facho. Hein. Oui, mais bien sûr, de populiste. Et Louis-Nicolin, mais quel personnage. Louis-Nicolin, alors, il se retrouve dans l'au-delà, et il parle du populisme. Je suis en train d'essayer de faire monter ça à Montpellier. Ah ouais, vous pouvez rêver, hein. Bon. Et pourquoi on ne créerait pas un théâtre? Il faudrait. Qu'est-ce qu'il faut pour créer un théâtre? Il faut une salle, il faut... ça coûte cher, hein. Surtout. Il faut de l'argent. De l'argent, oui. Alors, c'est un peu que le reproche que je ferai à la droite, ils ne se rendent pas compte. Et surtout quand ils ont des mairies, comme maintenant, il y a quand même des mairies de droite, enfin, de gens qui sont véritablement de droite, pas LR, hein, parce que ça, on ne sait pas trop ce que c'est. Je pense qu'il faut une erreur en n'accordant pas plus d'importance à la culture. Mais complètement. À la contre-culture. Mais c'est le vrai pouvoir, la contre-culture, bien sûr. Voilà. Et le drame, c'est qu'on a affaire aux enfants de Gramsci, et ils ont retenu l'enseignement que c'est par la culture que l'on gagne le pouvoir. Alors depuis la Libération, en France, la culture est entre les mains de la gauche. Le Parti communiste, puis la gauche, et l'extrême gauche. Voilà. Donc la droite se plaint que ces gens leur crachent dessus, etc. Mais ils ne font rien pour développer une contre-culture. Moi, j'ai fait souvent des propositions ici ou là, notamment à Béziers, mais il n'y a pas moyen. Non, puis ils ont peur. Ils ont peur, vous comprenez. Bon, Ménard, par exemple, il aurait pu aider la contre-culture de droite. Oui, tout à fait. Il ne l'a pas fait. Je sais que j'avais un ami, là, Christian Combas, qui avait proposé, c'est tombé à l'eau. Oui, c'est un ami aussi. Récemment, je lui ai proposé de monter la soumission des femmes. Quand il y a eu cette révolte en Iran, quand même, qui était incroyable, ces femmes qui ne peuvent même pas sortir sans leur machin sur la tête. Et qui sont punies très violemment, très sévèrement. Oui, voilà, et même des gens qui ont été pendus, qui ont été fusillés, enfin, je ne sais plus, non pendus. Oui, absolument. Oui. Non, mais c'est horrible. Et donc, je lui avais proposé, il me dit, montons ça à Béziers, c'est quand même pas... un coup... Il n'a pas voulu, Ménard. Ils n'ont pas répondu. Mais je crois que tous ces gens ont peur. Je ne sais pas à quoi c'est dû, mais je pense qu'il faut une erreur. C'est une Alors, par contre, je suis content d'avoir entendu Zemmour et plus récemment Marion Maréchal dire que c'était l'une de leurs 3 priorités. J'ai entendu Zemmour dire que la culture, c'est une des 3 ça, c'est moi. Ça, c'est quand même seulement il faudrait qu'il fasse quelque chose. Quoi. Pour l'instant, ils ne font rien. Bon, ça, après, Marion, elle, a essayé avec son école. Zemmour, il n'a rien fait pour l'instant. Hein. C'est quand même bien dommage. Hein. Mais moi, je reste persuadé que le vrai combat, c'est pour ça qu'on est ici devant ce micro en train de parler de livres. Le vrai combat est culturel. On ne gagnera que par la culture. Tout à fait. Et même imprègne les mentalités. Et même au plan européen, il ne faut pas lâcher la question culturelle sur le plan européen. Alors, au cinéma, il y a le même problème. Vous avez vu cette collection de films moralisants, des navets moralisants. En plus, fait par des gens immoraux, quoi. Souvent. Bon. Oui, en plus. Regardez. Alors là, tiens, bonjour Tartuffe. Hein. Le Catergate, le Catergate, les députés européens qui sont dans le coup, mais sont tous des apôtres des droits de l'homme, du bien vivre ensemble, de la lutte contre le racisme, de l'honnêteté. Attendez, chaque fois qu'ils se font prendre, on a affaire à un Tartuffe, quoi. Mais il faudrait vraiment créer... il faudrait que le code pénal prévoie la peine de Tartuffe, quoi. Oui, c'est vrai. Non, on a c'est fascinant quoi, quand on voit les types, quoi. Ces moralisateurs, en fait, ce sont de la morale. Ils se font gauler chaque fois. Oui. Ce qui s'est passé récemment, ils nous ont bassiné les filles avec les violences faites aux femmes, tout ça. Oui. Et tout d'un coup, on voit ces caténès qui se retrouvent, qui tabassaient ça. Alors qu'il était le premier. Il était le premier en commission, il était le premier à l'Assemblée, je crois, à demander des mesures de...
Mais vous savez, quand on écrit toutes ces choses, on rit beaucoup. Hein. Moi, je me suis marré en lisant votre livre. Hein. Et moi aussi, je suis le premier à rire. Parce que quand j'écris à mon bureau, je vous assure, j'éclate de rire. Moi, écoutez, toute la journée. je ne supporte plus ces marchands de morale. Quoi. Je ne les supporte plus. C'est effarant. Ce sont des faux culs, des hypocrites. C'est terrible. Hein. Oui, mais c'est vrai que dans les 3 pièces, ce sont des pièces sur des faux culs. On va peut-être faire un spectacle tous les deux. Eh bien, peut-être. Hein, sur les hypocrites au pouvoir. Oui. Il faudrait qu'on arrive à faire une galerie de portraits, voilà, une chronique qu'on raconte. Hein, parce non mais je vous garantis que j'ai une collection de faux culs, moi. Oui. Mais des faux culs inattendus, hein. Ah oui. Ah oui. Ah, des gens que vous ne soupçonnez pas. Ah oui. Ah, j'en sais des choses. Non, oui, les hypocrites. Ah là là, mais il y en a, vous ne pouvez pas imaginer. L'hypocrisie, c'est quelque chose. Et donc, Molière, à l'époque, lui, c'était les faux dévots. Quel génie. Voilà, mais le succès qu'il a eu, succès populaire, parce que, après, au niveau des coteries, il était quand même assez barré. Mais il a eu un grand succès populaire parce qu'il montre la vérité. Les gens le voient bien, les gens le voient quand même. Mais les gens ne sont pas dupes. Hein. Bien sûr. Ils ne sont pas dupes. Des fois, ils n'osent pas le dire, mais ils le voient bien. Mais moi, j'ai l'impression que les Françaises et les Français, quand ils regardent la télé maintenant, et qu'ils regardent les informations, ou qu'ils regardent les débats, ils se croient au théâtre. Hein. Oui. Il ne marche pas. Il se croit une confusion. Oui, voilà. Le théâtre, la politique est devenue une espèce de théâtre. C'est des jeux de rôle, quoi. Bon, allez, je donne la parole. Donne la parole au type de gauche. Leclerc. Allez, Leclerc, faites-nous votre petit numéro de gauche. Et puis, on a eu sa dose de gauche. Allez, Messia, faites-nous votre petit numéro de droite. Et voilà. Bon, et les gens, à la longue, se rendent bien compte que c'est du cinéma, bien quoi. Bien sûr. Oui. C'est pour ça que je vous dis, là, le Tartuffe, les salles étaient pleines. C'était les gens riaient, mais alors ils étaient. Non, attendez, l'écriture est magnifique, quoi. Attendez, non, merci. C'est d'un classicisme. Non. Regardez ça. Allez, François, un tout petit passage. Je peux. Oui, bien sûr. Allez, un petit verre. Hein, un petit verre. Son absence de quoi, dit Marianne? D'idées, précisément. Oui. De ces belles idées. Ces grands engagements, disons-le carrément, ces convictions profondes qui sont notre grandeur, qui font changer le monde, tous ces grands idéaux et ces nobles combats qui nous font des raisons d'exister ici-bas. Hélas, le monde est triste, grave et dramatique, et qui ne mène pas un combat pathétique est-il digne de vivre? Allez, apathie! Allez, apathie! Allez, pro! Oui, allez! C'est quelque chose. Non, allez, menez des combats pathétiques! Oui. Alors là, justement, dans la pièce, le personnage en question, il s'appelle Kruger, avec ce François. Ils sont en train de préparer une émission à la télévision sur tous les misérables du monde, qui s'appelle un miséréton. Un miséréton, oui. Je voulais en parler de ça, le miséréton. Oui. Un miséréton, on appelle ça. C'est fou. Voilà. Et je serais curieux de savoir, du reste, quelle contribution le journaliste apporte au Téléthon et compagnie. Oui, parce qu'en définitive, c'est de la promotion d'image. Hein. Oui. Non, vous vous rendez compte, on en est arrivé, mais Tartuffe est dépassé, quoi. Oui. Non mais Molière, si Molière revenait, il n'en croirait pas ses yeux. Les types, ils font semblant de faire de la générosité et ils vendent leur image. Oui, voilà, et ils profitent de l'occasion pour vendre leur image comme s'ils étaient Sœur Emmanuel ou l'abbé Pierre. Oui, tout à fait. Ouais. Sauf que Molière, c'était les faux dévots. Maintenant, des faux dévots, il y en a partout. Non, mais je veux dire, les faux dévots, il y a les faux dévots. La religion, maintenant, elle n'a plus l'importance. Non, mais il y a les faux dévots de l'antiracisme. Il y a les faux dévots de l'antiracisme. Les curés médiatiques, si vous voulez, sont des curés médiatiques. C'est des curés médiatiques. Ce ne sont plus des curés du XVIIe. Oui, il n'y a plus de curés, mais il y a les curés médiatiques. Puis alors, attention, ils excommunient. Ah oui, voilà. L'excommunication médiatique, c'est quelque chose. Le bannissement médiatique, c'est souvent utilisé. Tout à fait. Donc, d'ailleurs, vous pouvez être sûr qu'aucune télévision ne m'a jamais invité à parler de ces 3 livres. Mais d'abord, écoutez, il n'y a plus beaucoup d'émissions il y a mon ami Jordi qui me fait signe qu'on dépasse le temps. Vous voyez, j'oubliais même
grâce à vous, j'ai oublié de regarder la montre. Ah, alors. Ah non, mais c'est bon signe. Hein. C'est bon signe. C'est bon signe. Il n'y a même plus d'émissions consacrées à des livres. Oh, très peu. Enfin, très peu, je crois pas. Je dirais que genre de moins en moins la télévision. Tellement oui, moi aussi, donc on ne sait pas. C'est insupportable. Hein, alors, il nous faut conclure, Jean-Pierre, hein, mais on va se revoir. Hein. Oui, mais bien avec plaisir, bien sûr. On va se revoir même s'il n'y a pas de micro. Hein. Oui, bien sûr, hein. bien sûr. Alors moi, je vous recommande vraiment ces 3 bouquins. C'est parce que si vous êtes dépressif, n'allez pas chez le psy. Ça ne sert à rien. Lisez ces 3 livres. Relisez-les. Vous allez franchement, non seulement vous marrer, mais en plus, bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Oui, merci. Merci. Hop là. Casse pas le micro. Hein. Merci et mort aux hypocrites. Et qu'ils disent que ces gens disent aux metteurs en scène de les monter, surtout. Surtout, oui. Qu'ils aillent faire le siège des théâtres. Ah là là, oui, bougez-vous. Oui.